Alors, poursuivant notre programme, là on va retourner du côté de CITEC avec une autre enseignant-chercheur, Céline Merlati, qui va nous rejoindre. Elle est responsable du service ingénierie des matériaux, le CIM, donc le service qui appartient à l'école d'ingénieurs CITEC. Le CIM, c'est une équipe de docteurs, d'ingénieurs et de techniciens permanents dont les activités sont dédiées à l'expertise pour l'industrie. On va recaler le timer. Hop. Vous avez la télécommande, le micro. Le PowerPoint est en place et vous avez la parole. Okay. Oui, bonjour. Donc, le but de cette présentation est de vous parler des activités du service ingénierie des matériaux, qui en fait fait partie des plateformes technologiques de l'Université de Toulon. Donc pour préciser un petit peu les choses par rapport aux plateformes technologiques, vous voyez ici un petit schéma qui nous montre en fait le monde de l'entreprise, le monde de la recherche avec le laboratoire MAPIM, donc Christine a fait une présentation précédemment, et la formation initiale ou par apprentissage des étudiants et CITEC. Et en fait, notre plateforme Service Ingénierie des Matériaux se situe à l'interface de ces trois entités. Le but, c'est avant tout de mutualiser des compétences, du matériel, et de pouvoir du coup offrir, proposer une offre d'expertise et de prestations assez vaste au monde de l'entreprise. Donc c'est dans cette démarche-là que s'inscrit le CIM et que notamment nous pouvons répondre à des besoins en termes d'analyse, de caractérisation, à des besoins spécifiques à la maintenance. Donc, quelques points clés. Le CIM existe depuis plus de 25 ans maintenant. Nous avons démarré notre activité en 1998. C'est une équipe donc d'experts matériaux. Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2002. Et nous bénéficions de l'agrément Crédit Impôt Recherche depuis 2010. Nos moyens. Donc, on a un parc d'équipements assez vaste, ce qui nous permet de répondre à différentes demandes, enfin des demandes très variées dans des domaines d'activité matériaux très vastes. Donc, tout d'abord, nous avons plus de 20 équipements de caractérisation, c'est ce qu'on appelle, nous, les gros équipements. On va voir un peu plus dans le détail la suite. Nous avons aussi plus de 100 outils d'analyse, donc des outils d'analyse de caractérisation. Ça marche plus. Voilà. Et nous avons aussi plus de 30 moyens de préparation et d'essai. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, donc c'est un petit peu de mal à passer. Voilà. Donc au niveau des équipements de caractérisation, qu'est-ce qu'on entend ? On entend par là on entend le microscope électronique à balayage avec une sonde EDS. Nous voyons aussi là dessous la photo, c'est un spectro infrarouge. Donc le premier, c'est plus pour déterminer les éléments présents dans les matériaux. Et le deuxième, c'est vraiment pour avoir la signature chimique d'un matériau. Donc je reviendrai sur des exemples plus précis un peu plus loin dans la présentation. Au niveau des outils d'analyse, nous sommes bien équipés par des instruments de contrôle des peintures. Nous avons depuis plusieurs années développé une réelle compétence dans la caractérisation, l'analyse et l'expertise des revêtements, mais pas que. Vous voyez aussi que nous avons une machine de traction, par exemple, qui permet de faire des essais sur d'autres matériaux plus massifs. Et enfin, nous avons des outils, des équipements qui permettent de faire du vieillissement, tels qu'une enceinte de brouillard salin, une enceinte de vieillissement UV, donc vous voyez la photo là avec la petite plaque qui est exposée aux UV. Et puis nous pouvons aussi exposer des matériaux à du vieillissement naturel, donc atmosphérique, comme on voit avec les râteliers en bois, ou en immersion, comme l'a présenté Christine Bressy précédemment. Nous pouvons faire des essais pour tester l'efficacité anti-salissure ou anti-fouling de certains revêtements. Voilà, donc pour la suite, nous avons, donc j'ai présenté les activités d'expertise et de prestation. Quelques mots sur nos activités de formation qui s'inscrivent tout à fait dans les opérations, enfin dans un
un objectif de maintenance. Nous proposons depuis maintenant plus de 20 ans des formations certifiantes reconnues au niveau international, telles que la formation des inspecteurs en anticorrosion certifiés ACPA Frosio, Frosio étant reconnue au niveau international. Nous proposons aussi la formation certifiante conducteur de travaux ACPA. Nous avons aussi des formations qualifiantes dans le domaine de la corrosion, de la protection contre la corrosion par peinture et dans le contrôle des peintures. Et enfin, nous proposons aussi des opérations de formation sur mesure intra-entreprise qui permettent de répondre à des besoins et toujours essentiellement orientés vers la maîtrise de la durabilité des ouvrages et de leur résistance à la corrosion. Voilà, donc après ce bref aperçu, j'ai un petit souci avec les animations qui ne passent pas très bien. On va... Ah oui, 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 je fais toujours la flèche de droite. Ok, merci. Donc, ce qui nous fait plus de 1300 personnes formées sur ces stages, en fait, où c'est des petits groupes depuis une vingtaine d'années. Alors, nous pouvons résumer, en fait, notre stratégie d'analyse au niveau du CIM en 4 catégories. Nous pouvons proposer de l'inspection, nous pouvons proposer des essais qui permettent d'anticiper des comportements, des essais qui permettent d'évaluer des performances matériaux et enfin, je dirais que le plus gros de notre activité, c'est vraiment comprendre quels sont les mécanismes de dégradation, quels sont les mécanismes de vieillissement qui vont impacter nos matériaux dans différents systèmes et qui vont entraîner du coup à une diminution de leur durée de vie. Je vais essayer d'illustrer chacun de ces items par des petites études que nous avons pu mener ou par des essais. Donc, tout d'abord, par rapport aux inspections, donc j'ai choisi de vous parler du cas des revêtements. Un revêtement anti-corrosion, qu'est-ce que c'est? C'est un système composé de 3 couches de peinture, en fait. Et ce système anti-corrosion va évoluer avec le temps. Parfois, il peut même se dégrader très vite. Alors, il peut évoluer par des mécanismes de vieillissement, de dégradation, mais il peut aussi être dès le départ mal appliqué. Et ça peut nous générer, enfin visuellement, on peut voir différents défauts qui vont être du cloquage, des décollements, de l'enrouillement, des cloques. Et parfois, on est là pour constater, en tant qu'inspecteur, qu'il y a des anticos, qu'il y a des problèmes d'application, mais on va pouvoir essayer, par des essais in situ, d'essayer d'amener des hypothèses pour expliquer ces désordres. Donc, on va essayer de comprendre la cause de ces problèmes. Alors, quels sont les essais in situ qu'on peut faire en inspection, qu'on peut proposer? C'est déjà contrôler les conditions climatiques, regarder quelle est la préparation de surface qui a été faite sur l'acier ou sur un autre métal, déterminer la qualité de la préparation de surface, aussi extraire par des techniques, par des mesures de conductivité, extraire les contaminants solubles et les doser, et éventuellement faire des prélèvements en vue d'analyse en laboratoire. Alors, vous voyez ici quelques exemples, donc tamponnage à l'aide d'un scotch carbone de la surface d'un matériau, prélèvement de colle sur un système tricouche, et puis également récupérer des écailles pour pouvoir les analyser. Donc ça, c'est si nos travaux in situ, nos inspections in situ ne nous permettent pas d'identifier la cause du problème. On verra dans la suite, dans la partie comprendre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de prélèvement, quels sont les essais qui peuvent être proposés. Dans ma présentation générale, j'ai parlé comment anticiper le comportement d'un matériau. Pour ça, nous disposons de différentes enseignes de vieillissement. Donc, une enseigne de brouillard salin qui peut fonctionner selon 2 modes. Un mode de neutre qui reproduit en quelque sorte les embruns maritimes. Le but, c'est de projeter sur la surface, de pulvériser sur la surface des matériaux une solution de salé à 50 grammes par litre pour voir quel va être le comportement des matériaux. Et on peut aussi proposer de faire ce vieillissement en mode prohésion, c'est-à-dire où on va alterner, on va cycler des phases de pulvérisation avec des phases de séchage, ce qui permet de concentrer en fait la solution saline à la surface des matériaux et de rendre du coup ce vieillissement plus agressif.
Voilà, donc il y a différentes normes qui existent en fonction des matériaux que l'on souhaite tester. Et ça, c'est un type d'essai que l'on peut faire. L'autre grande famille des vieillissements est le vieillissement qui permet de simuler ou de reproduire du vieillissement photo-oxydatif, c'est-à-dire d'exposer des matériaux à un illuminant. Et très souvent, dans les mécanismes de vieillissement, on s'est rendu compte que c'était les UVA et les UVB bien sûr, mais en tout cas les UVA pouvaient entraîner en fait un vieillissement prématuré des matériaux. Donc nous sommes équipés avec une enceinte d'UV qui permet d'alterner exposition aux UV et aussi, si on veut, de la condensation continue. Donc une phase humide en permanence à la surface des échantillons. Voilà. Donc tous ces tests en fait sont intéressants parce qu'ils permettent déjà de pouvoir assez rapidement tester des performances, de voir des comportements de matériaux, déjà peut-être faire une première sélection, parce que quand on est dans l'approche, quand on cherche à sélectionner des matériaux plus ou moins résistants. Après, souvent nous est posé la question de la représentativité en fait de ces vieillissements. Et là, bon, on a des cycles plus complexes qui sont plus représentatifs parfois du vieillissement naturel. Mais comme je dis, ça permet quand même, avec des essais assez simples, de pouvoir déjà estimer des comportements et peut-être sélectionner assez rapidement différentes formulations ou différentes natures de matériaux. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect anticiper des comportements. Alors, faire vieillir, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer des performances. Parce que souvent, visuellement, il ne se passe pas grand-chose en vieillissement. Mais quand on va faire, par exemple, des tests d'adhérence par traction ou des tests de quadrillage, on voit très vite que les performances d'un revêtement ou d'un matériau composite vont évoluer très rapidement sous l'effet des contraintes liées au vieillissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose assez souvent aux industriels, de faire vieillir et en même temps de proposer des essais avant vieillissement et après vieillissement pour voir quel va être l'impact en fait de ce vieillissement sur le matériau. Et ça aussi, c'est assez sélectif, assez probant. Donc on a parlé des tests d'adhérence quand on est système bicouche et quand on est sur un système de revêtement appliqué sur un substrat métallique, on peut évaluer le comportement du revêtement au voisinage de défauts et également faire volontairement, donc ça c'est les premières photos, c'est des défauts qui ne sont pas volontaires, hein, c'est plutôt des porosités ou des manques présents dans le revêtement. On peut volontairement faire une scarification sur un matériau métallique peint pour voir quel va être le comportement du revêtement vis-à-vis d'un défaut. C'est très représentatif de ce qui se passe dans des conditions opérationnelles, puisque très souvent les surfaces métalliques peuvent être choquées ou abîmées pendant la vie en service. Et donc de voir si la peinture antico permet de protéger cette surface malgré tout, c'est un avantage pour l'utilisateur. Voilà. Enfin, dernière partie, comprendre quel peut être l'apport du CIM dans la compréhension des mécanismes de dégradation et aussi des dégradations des désordres que l'on voit. Très souvent, on propose en fait à nos clients de travailler par comparaison entre une zone saine ou un matériau de référence et une zone défectueuse. Là, vous voyez qu'on a deux types d'échantillons, deux types de revêtements. Et la question qui était posée par l'industriel, c'est de dire, voilà, j'observe dans les cas de l'écaille défectueuse, des taches de rouille, un comportement particulier. Donc nous, on a pu préparer l'échantillon, l'enrober et l'observer sur la tranche. Et là, déjà, nous voyons sur la tranche la présence donc, de différentes épaisseurs pour les couches et puis surtout la présence d'un dépôt orangé au niveau de la couche primaire. Et donc, on va aller plus loin. Nous, on a les moyens d'aller faire des investigations à la fois au niveau chimique et physico-chimique pour essayer de comprendre ce qui peut expliquer peut-être la présence de décollement pour ce système de peinture. Voilà, donc, première étape, les enrobages que je vous ai montrés précédemment, on les a passés on les a analysés en microscopie électronique à balayage. Et on peut voir déjà distinguer les épaisseurs des trois couches. Donc on a vu qu'elles étaient déjà visuellement très différentes entre l'échantillon sain et l'échantillon défectueux. On voit aussi l'hétérogénéité des couches de peinture qui souvent est assez problématique après dans l'analyse parce qu'on voit que c'est un matériau très hétérogène.
La sonde, l'analyse EDS permet de déterminer les éléments qui sont présents dans la couche de finition, par exemple. Donc ici, vous voyez que c'est un matériau qui contient beaucoup d'éléments. Et on peut analyser le pourcentage massique et pourcentage atomique de chaque élément. Au niveau de la couche primaire, on a pu également, voilà, si je reviens, on avait vu qu'il y avait un dépôt orangé. Ce dépôt orangé, on peut aussi l'analyser en quelque sorte analyse matière par la sonde EDS et réaliser des cartographies. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc l'image qui a plus de couleurs, c'est la superposition en fait des différents éléments présents. Et on voit très clairement au niveau du substrat, enfin de la couche orangée, la présence en quantité plus importante de fer, c'est la photo violette, d'oxygène, c'est la photo rouge, et de soufre, la photo verte. Donc on voit que ce revêtement, a priori, s'est décollé sous l'effet de la corrosion, puisqu'on retrouve l'élément fer-oxygène probablement issu de l'oxydation du métal de l'acier. Mais on voit aussi, on détecte la présence de soufre. Donc peut-être qu'il y a eu, au moment de la préparation de surface, une contamination du support, ce qui est le soufre est un promoteur de corrosion et donc ce qui peut expliquer la présence, la dégradation en fait prématurée de ce revêtement. Si on poursuit les investigations, on peut aussi faire de l'analyse chimique avec le spectromètre infrarouge à transformer de Fourier. Donc là, c'est un contact direct entre l'échantillon et un cristal de diamant qui nous permet de trouver la signature chimique en fait d'un matériau. Donc là, ça nous permet d'identifier, enfin d'avoir la signature chimique de la couche primaire, par exemple, ou de la couche de finition, et de la comparer dans le cas de l'écaille saine et de l'écaille défectueuse pour voir s'il y a eu peut-être un problème au moment de l'application, un problème matière ou un problème de choix de peinture, une erreur. On peut aussi pousser plus loin l'analyse chimique et faire de la pyrolyse couplée chromatographie en phase vapeur spectro de masse, tout simplement parce que l'infrarouge nous donne la signature chimique, voilà, on va dire si c'est bien une peinture époxy ou une peinture polyuréthane, mais parfois dans l'application, on peut être amené à rajouter des solvants, à avoir des polluants. Et donc la chromatographie va nous permettre justement de dire s'il y a eu un problème au moment de l'application et quelque chose qui aurait été mal fait ou fait de façon exagérée. Donc c'est aussi un complément dans l'analyse de désordre. Pour terminer, donc le matériau aussi dans la recherche et l'explication des mécanismes, enfin de la compréhension des désordres qui peuvent apparaître, on peut aussi compléter tout ce que je viens de vous montrer par de l'analyse thermique DSC qui peut nous permettre de déterminer la température de transition vitreuse d'un matériau. Et aussi de mettre en évidence, un petit peu comme c'est un complément avec la chromatographie, de mettre en évidence des phénomènes de plastification par des solvants, des phénomènes d'évaporation ou de post-réticulation dans le cas où des produits bicomposants auraient mal réticulé ou insuffisamment réticulé. Voilà. Donc la combinaison en fait, de ces techniques permet de vraiment comprendre l'origine, dans la plupart du cas, des désordres observés sur une peinture. Et on peut bien sûr reproduire cette approche dans d'autres domaines d'activité, pour d'autres matériaux. Je pense notamment au domaine médical, où on travaille aussi sur des cols, et on peut apporter des éléments de réponse à l'industriel. Voilà, donc ici, on voyait qu'il y avait une différence de TG, de passage, qui nous montrait en fait que la peinture avait en plus mal réticulé. En conclusion, donc, nous pouvons apporter sur le terrain, mettre en œuvre sur le terrain des techniques simples qui permettent de faire déjà des premières hypothèses sur l'origine des dégradations ou des désordres observés, notamment, comme on l'a vu, au niveau des préparations de surface, l'application des revêtements, de la mise en œuvre de certains matériaux. Si on envisage d'aller plus loin, les techniques de laboratoire dont nous disposons
peuvent donner des informations complémentaires sur la conformité des produits, la qualité de la préparation de surface, les conditions de séchage, le comportement des matériaux, l'influence du vieillissement sur les performances de ces matériaux. Et très souvent, en fait, la comparaison entre un échantillon sain ou de référence et un échantillon défectueux ou une nouvelle formulation, une nouvelle référence que l'on souhaiterait tester, éprouver, est une méthode de travail efficace. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation, Céline Merlati, donc le service ingénierie des matériaux de l'école CITEC. Merci beaucoup. Poursuivons notre programme. Là, on va changer d'univers. La question des matériaux est aussi importante dans ce domaine-là. On va parler d'une installation nucléaire. On va parler de maintenance curative sur pont d'une installation nucléaire avec Valérie Henry, qui est chef de service mécanique chaudronnerie à la direction de l'ingénierie et la maîtrise d'œuvre projet au CEA. Bonjour.